Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News Cap, directement aujourd'hui sur l'Iran et les États-Unis, deux pays qui s'affrontent verbalement avec des déclarations, mais également sur le terrain. Il semblerait que le ton parfois monte, mais parfois il baisse. On ne sait plus à quel sein se vouer entre les déclarations des uns et des autres. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Miloud Chenoufi, professeur des relations internationales au Collège des Forces canadiennes à Toronto. Monsieur Miloud Chenoufi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, beaucoup de développement en un espace de temps très court, c'est un petit peu le sort ou un petit peu, si vous voulez, ce que nous pouvons recevoir aujourd'hui en tant que journalistes et médias dans l'actualité concernant donc cette crise au Moyen-Orient et surtout ce ton qui monte tantôt et parfois qui baisse, mais qui remonte à nouveau entre les États-Unis et l'Iran. Finalement, hier, il y avait de très grandes menaces du côté de Trump qui disait que de toute façon, il faut que l'Iran se prépare à une frappe imminente. Quelques heures, même pas, à l'espace de 2 heures, on entend parler d'un accord. Aujourd'hui même, on en parle et on dit que c'est possible qu'il y ait un accord qui va donc surgir peut-être le dimanche à Genève, donc des négociations entre les deux parties, et même pas en moins de 24 heures, on va dire en moins de 2 heures, Trump qui fait une autre déclaration, mais cette fois-ci véhémente, où carrément, je veux dire qu'il traite des noms d'oiseaux l'Iran, de tous les noms d'oiseaux l'Iran, pour ne pas citer tout ce qu'il a dit sur l'Iran. Alors, on va dire qu'on s'est habitué. Est-ce que c'est une volte-face? Est-ce que c'est une stratégie? En tous les cas, on s'est habitué à ce discours de Trump, mais est-ce qu'il faut pour autant s'en accommoder, Milo Chenoufi? La réponse à votre question, elle est évidente. Absolument pas. Hum. Parce que c'est une dégradation de la fonction présidentielle, pas uniquement aux États-Unis. Si on Oui. accepte l'idée, c'est d'accepter la dégradation de la fonction présidentielle, qui est une fonction des plus importantes dans n'importe quel exécutif partout dans le monde. Et par conséquent, elle est à rejeter. Maintenant, cette confusion et cette incohérence qui nous parvient de Washington ne doit pas cacher un certain nombre de faits. Et les faits, comme on dit, sont têtus, notamment deux. Ni l'Iran ni les États-Unis ne veulent poursuivre la guerre. En tout cas, les États-Unis savent très bien que les objectifs qu'ils cherchaient à obtenir à travers une offensive militaire, qui étaient en fait des objectifs israéliens, ils n'ont pas réussi à le faire. Et non seulement ils n'ont pas réussi à le faire, ils ont subi des pertes sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et sur le plan financier qui sont suffisamment considérables pour que l'écrasante majorité de l'administration américaine qui était opposée à la guerre prenne le dessus sur le duo qui était formé de Donald Trump et de son ministre de la Défense. Donc, il n'y a pas d'appétit pour un retour à une guerre ouverte. Hum. Mais on essaye d'obtenir à travers les négociations ce que nous n'avons pas réussi à obtenir par la guerre, et c'est là que bloquent les négociations. Donc ça, c'est un premier fait. Le Oui. deuxième fait, qui est assez indéniable, c'est le fait que, quel que soit le rapprochement entre les États-Unis et l'Iran pour trouver un accord, Israël va toujours faire ce qu'ils peuvent faire, ce que leur relais à Washington peut faire pour faire dérailler le projet. Ce sont deux choses qui, au-delà de toute la confusion que nous voyons, sont des certitudes. Alors, dans ces cas-là, Milo Chenoufi, à quoi sert d'aller vers des négociations? À quoi sert de faire des déclarations si, de toute façon, quel que soit le pas qui sera fait en faveur d'une paix, ne serait-ce que, je dirais, provisoire, sera automatiquement sabordé par une entité sioniste qui ne veut pas que cela s'arrête, on va le dire comme ça. En fait, la volonté israélienne d'agir en ce sens ne signifie pas qu'elle va nécessairement réussir. Voilà, c'est ça. Mais il est certain qu'ils vont essayer, comme ils l'ont déjà fait. Je vais vous donner deux exemples. Euh, Dès que les Américains et les Iraniens ont dit
à un moment donné que on était proche d'un accord, il y a quelques temps, quelques Oui. semaines. Bien sûr, il y avait une divergence. Les Iraniens parlaient d'un protocole d'accord et les Américains parlaient d'un accord final. Que fait Israël? Eh bien, Israël lance un assaut meurtrier sur le Liban, utilise le phosphore blanc, Mm. cause le déplacement de centaines de milliers de citoyens civils innocents et bien entendu, on détruit des vies et de l'infrastructure. Et cette offensive-là était un message clair d'Israël pour s'aborder, si vous voulez, le rapprochement enfin, dans les négociations. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Iran veut inclure dans n'importe quel accord qui met un terme à la guerre que les hostilités s'arrêtent sur tous les fronts, y compris sur le front libanais. Ça, c'est un premier exemple. Le Mhm. deuxième exemple remonte à hier. Le bureau du Premier ministre Netanyahou a déclaré que l'accord dont on commence à parler à Washington va contenir parmi ces dispositions une disposition qui voudra que l'Iran remette son uranium enrichi à une tierce partie, probablement les États-Unis, qu'ils vont arrêter définitivement d'enrichir l'uranium, de mettre sous contrôle leur programme de développement de missiles balistiques et que le Liban ne fera pas partie de cet accord-là. Bien sûr, le bureau de Netanyahou n'est pas en train de faire de l'information gratuite qu'ils offrent à l'opinion publique mondiale. Absolument pas. C'est juste une manière d'exprimer ce que Israël souhaiterait voir dans l'accord. Alors que rien n'indique que ces éléments-là sont effectivement dans l'accord. Mais c'est une façon de dire que si ça ne contient pas ces éléments-là, eh bien, nous agirons à notre manière pour que cet accord-là ne se produise pas. Soit par la, la recrudescence des actions militaires, soit par des pressions directes exercées sur Donald Trump à Washington à travers les relais d'Israël dans ce pays. Oui, les relais de monopole. Miloud Chenoufi, alors juste le temps de voir avec vous ce sujet et on revient au débat. Donald Trump a annoncé hier l'annulation de frappes imminentes sur l'Iran, à peine 3 heures avant leur exécution programmée, un changement de cap in extremis qui ne laissait pas prévoir un deuxième volte-face. Aujourd'hui, Donald Trump accuse les Iraniens de manquer d'honneur et les sommes de se ressaisir. Ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur. Avec eux, il est impossible de négocier de bonne foi. Incroyable. De plus, leur attaque par drone, totalement repoussée hier soir, contre des navires indiens quittant le détroit d'Ormuz est totalement inacceptable. Il ferait mieux de se ressaisir, et vite. L'accord est une source de discorde entre Téhéran et Washington. Pour l'heure, il reste difficile de discerner précisément les contours d'un éventuel accord. Plusieurs informations circulent sans qu'un texte n'ait été rendu public ni confirmé officiellement par les deux parties. Aujourd'hui, une source iranienne de haut rang a révélé à Reuters les points clés de l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis ont exigé à plusieurs reprises que l'Iran abandonne son programme nucléaire, mais la République islamique insiste sur le fait qu'elle ne poursuit pas le développement d'armes nucléaires et que son programme est à des fins pacifiques. Les États-Unis et l'Iran diffusent des informations contradictoires concernant l'accord et les négociations dans une véritable guerre de l'information. Monsieur Militchounoufi, alors on parle de deuxième volte-face de Trump, mais en réalité, ce n'est ni le premier ni le deuxième. C'est une succession depuis le début de cette guerre de volte-face de la part de Donald Trump. Est-ce qu'il s'agit réellement de volte-face? Est-ce qu'il s'agit réellement, ou plutôt d'une stratégie de guerre? Comment peut-on définir les choses quand on voit l'attitude et le comportement depuis le début de cette guerre du président américain? Bien sûr, parce qu'il s'agit du président des États-Unis ou de n'importe quel président d'un État plus ou moins important, on aimerait bien trouver plutôt une cohérence, une stratégie
plutôt de l'incohérence et de l'improvisation et de l'incompétence. Oui. Malheureusement, il faut se faire à l'idée que ce à quoi nous avons affaire ici, c'est plutôt à l'incompétence. Parce que, voyez-vous, ces déclarations tonitruantes, qu'il s'agisse de celles qui annoncent un accord imminent, ou que de celles qui comportent des menaces ouvertes, des insultes, eh bien, en temps normal, ce sont des choses qui ne se disent pas en public. Ça reste derrière des portes closes et la communication se fait uniquement sur les choses sérieuses. Qu'il s'agisse de mettre un terme à la guerre ou qu'il s'agisse de relancer la guerre, ce sont des choses extrêmement sérieuses et normalement, ça doit obéir à certains critères de la communication politique qui sont totalement ignorés par le président Trump, qui lui a tendance à publier sur les réseaux sociaux ce qui lui passe par la tête, parfois des dizaines de messages la même nuit. Et par conséquent, il y a effectivement ici de l'incompétence. Sur la substance maintenant, Oui. il faut bien comprendre que les États-Unis ne négocient pas uniquement avec l'Iran. Ils négocient en même temps avec l'Iran et avec Israël. Ce qu'ils peuvent obtenir de la part de l'Iran ne satisfait pas Israël. Donc chaque fois qu'ils reviennent aux négociations, ils essayent de faire passer les thèses israéliennes. Ces thèses israéliennes sont rejetées par les Iraniens sur, en fait, les éléments que j'ai cités tout à l'heure. L'uranium enrichi qui, je dois le rappeler, Oui. le droit international, le régime de non-prolifération nucléaire garantit le droit à l'enrichissement de l'uranium aux États non nucléaires, c'est-à-dire qui n'ont pas de bombes nucléaires, mais qui veulent développer un programme nucléaire civil. Donc sur le nucléaire, sur les sanctions, sur le Liban, lorsque le président Trump dit « nous sommes presque arrivés à un accord », il essaye de dire aux Iraniens « regardez, je suis prêt à signer quelque chose avec vous, acceptez ce que je vous demande ». Il est même allé hier, il est même allé jusqu'au point de dire que nous sommes en train de voir dans quelle capitale européenne nous allons signer l'accord. Mais tout cela n'est pas de l'information sur la réalité. C'est une tentative d'influencer la réalité. Le problème, c'est que du côté iranien, la position, elle est assez claire et c'est à chaque fois la même chose pour dire qu'il n'y aura pas donc de concessions conformes aux désirata d'Israël sur le nucléaire. Et par conséquent, nous avons une alternative. L'alternative que proposent les Iraniens, c'est de dire on peut s'accorder sur un protocole d'accord au lieu que ce soit un accord final. Et la différence, c'est que le protocole d'accord dresse la table, dit qu'on va arrêter la guerre et on va négocier les dossiers compliqués, complexes et techniques comme le nucléaire dans un calendrier qui sera échelonné à court et à moyen terme. Et je crois que la seule façon d'arrêter cette guerre-là définitivement, c'est d'aller sur cette voie-là. Mais encore une fois, ce n'est pas la voie que préfère Israël. C'est une guerre de trop, une guerre de plus ou une guerre sans nom? Comment peut-on définir aujourd'hui ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, deux parties qui, en apparence, finalement, c'est un petit peu la partie apparente de l'iceberg, qui donc sont confrontés les uns aux autres, alors que nous savons très bien que c'est derrière que tout se joue. C'est-à-dire que derrière les États-Unis, il y a l'Iran, il y a plutôt l'entité sioniste, et bien sûr, il y a l'Iran qui résiste à lui-même contre une guerre de proxy. En fait, si on veut qualifier cette guerre-là, il faut dire qu'elle est d'abord et avant tout la guerre d'Israël. Israël ne l'a jamais caché et Netanyahou ne l'a jamais caché. Il a fait pression sur tous les présidents américains pour obtenir que cette guerre-là soit déclenchée. Comme les Israéliens savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire la guerre seuls à l'Iran, ils veulent la puissance supérieure des États-Unis pour écraser l'Iran. Et ils ont déjà essayé les mêmes techniques avec Obama, par exemple. Ils lui ont dit, OK, si vous ne voulez pas aller à la guerre, nous allons déclencher les hostilités et vous n'aurez pas le choix que de nous suivre. Finalement, ça n'a pas marché. Il a essayé avec Biden et bien entendu, il a essayé avec Trump la première fois. Et Trump a essayé de le gérer en disant, OK, je vais te donner des concessions. Et parmi les concessions qui avaient été faites
pendant le premier mandat de Trump, rappelez-vous, c'était l'assassinat du général Soleimani et c'était aussi le renforcement des sanctions qui sont devenues extrêmement sévères. Dans le deuxième mandat de Trump, Oui. Netanyahou a trouvé les arguments. On saura peut-être un jour quels ont été ces arguments. Et finalement, Trump a été le seul, à l'intérieur même de son administration, le seul à accepter que cette guerre-là ait lieu. Je le rappelle que, en dehors de son ministre de la Défense, qui n'est De pas la connu guerre. pour être quelqu'un de stratège, c'est pas un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui comprend le monde, c'est Mm. un homme très extrémiste, c'est un fondamentaliste religieux, et il est très idéologue, donc forcément aller faire la guerre à des musulmans, c'est quelque chose dont il a toujours rêvé. Mais le reste de l'administration, là je parle du vice-président, du ministre des Affaires étrangères, de sa chef de cabinet, l'état-major de l'armée américaine, toute cette partie importante de l'administration américaine était contre cette guerre-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai oublié de mentionner les services de renseignement. Les Oui. services de renseignement également étaient opposés à cette guerre-là. Mm. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une idée de la résilience en Iran, des moyens avec lesquels l'Iran pouvait mener une guerre asymétrique et tenir en échec les États-Unis. Donc voilà à peu près comment qualifier cette guerre-là. Mm. Les États-Unis mènent une guerre, déclenchent une guerre, sans que ce soit la leur et sans que les objectifs d'Israël ne soient pas les objectifs américains. Mm. Et très rapidement, si vous permettez, Allez-y. l'objectif ultime d'Israël, c'est un objectif qui est recherché depuis les années 90, c'est-à-dire le Grand Israël a commencé par les territoires palestiniens occupés et utilisé la violence la plus aveugle contre les Palestiniens qui résisteraient à une telle politique. L'épisode ultime a été le génocide à Gaza. Et sur le plan régional, d'un côté, normaliser les relations avec les États les États arabes qui acceptent la normalisation sans que la question palestinienne soit évoquée, Oui. et le changement de régime partout ailleurs où il y a une velléité de soutien aux Palestiniens. Mm. Donc, si on veut comprendre le fond de la raison qui pousse les Israéliens à vouloir un changement de régime en Iran, c'est bien celui-là. Et ça appartient à ça fait partie d'une stratégie, et cette stratégie-là, la droite et l'extrême droite, mais parfois aussi la gauche israélienne, n'ont pas hésité à suivre aveuglément. Et chaque président américain, eh bien de chaque président américain, ils parviennent à obtenir un élément qui participe à faire avancer cette stratégie. On a l'impression que même le sort de ce mandat de président américain est justement accroché à cette guerre contre l'Iran, en tous les cas du côté de l'entité sioniste. Alors, la question qui se poserait aujourd'hui, on parle souvent, quand on parle de cette guerre, est-ce qu'il y a une stratégie de guerre? Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a même un stratagème? Est-ce que cette guerre est bâtie sur réellement une stratégie de guerre? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de stratégie, c'est aussi une stratégie de guerre? On se pose aussi la question, est-ce que réellement Trump, lorsqu'on entend ces déclarations, est détenteur d'une stratégie, ou est-ce que tout simplement cela atteste tout simplement que de toute façon, ou ça donne en tous les cas l'impression que Trump ne maîtrise ou ne détient absolument entre ses mains aucune stratégie particulière, si ce n'est tout simplement, si vous voulez, aller vers les desiderata de l'entité sioniste. En fait, à ce propos, je vous renverrai à un article qui a été publié il y a quelques semaines dans le New York Times et qui raconte la visite de Netanyahou à la Maison-Blanche, où il a exposé la stratégie de la guerre en l'absence du vice-président. Toutes les personnes présentes n'avaient pas été convaincues, sauf le président Trump. Par quoi le président Trump a été convaincu? Eh bien, par l'idée que la guerre va être une guerre éclair, la victoire va être une victoire rapide, et l'Iran va se soumettre à la volonté des États-Unis après un changement de régime similaire à celui qui s'est produit au Venezuela, au minimum, ou au maximum,
un changement de régime en installant sur place un leader de leur choix. Le choix des Israéliens, c'était le fils du Shah Pahlavi, mais on sait que même Ahmadinejad, l'ancien président iranien, avait été contacté parce qu'il savait qu'il était en froid assez sérieux avec le reste de l'establishment iranien. Donc, lorsque des personnes qui ont assisté à la réunion ont dit quelle va être la réaction de l'Iran, eh bien Netanyahou avait répondu en disant l'attaque va être tellement massive que le régime va s'effondrer avant de pouvoir riposter et donc avant de pouvoir fermer le détroit d'Ormuz. Et c'est avec cette mentalité-là qu'on est allé faire la guerre. Très rapidement, on s'est rendu compte que le régime ne s'est pas effondré et que l'Iran a réussi en fait à mener une guerre asymétrique qui a porté des coups assez importants aux installations militaires américaines dans la région, mais également en Israël. Il y a un blackout sur l'information concernant les dégâts qui ont été causés par les attaques iraniennes en Israël, mais elles sont réelles. Elles sont réelles. Et puis, vous savez, juste pour terminer sur ce point, la puissance américaine dans le monde, pour impressionner ses rivaux, la Chine, la Russie, mais également ses alliés européens, a été de dire que nous sommes présents partout dans le monde à travers ces bases. Ces bases sont défendues de manière impénétrable, infranchissable. L'Iran, qui est une puissance tout à fait moyenne, qui vit sous embargo depuis très longtemps, a réussi à montrer que tout ce narratif sur les systèmes de défense aérienne était un mythe plus qu'une réalité. Donc, l'affaiblissement des États-Unis, ce n'est pas uniquement vis-à-vis de l'Iran. Ce n'est même pas uniquement vis-à-vis de ses rivaux, mais c'est également vis-à-vis de ses amis dans la région, les États du Golfe, Israël, et vis-à-vis de ses amis européens. Merci beaucoup, M. Chennoufi. Je sais que je ne vous ai pas laissé aller jusqu'au bout de votre idée, mais en tous les cas, le message est passé. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes de Toronto. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'échiquier international où vous retrouverez l'échiquier international dans nos émissions à venir. Au revoir.